Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler de mes lectures de juillet qui étaient vraiment incroyables. Je pense que depuis le début de l'année ça doit être mon meilleur mois de lecture puisque je n'ai que des coups de cœur. Donc c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord j'ai lu Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix. Je me l'étais procurée au Festival de la BD d'Amiens. J'en avais jamais entendu parler, juste j'ai été séduite par déjà la couverture et le résumé. Puisque c'est une bande dessinée. C'est une œuvre qu'elle a dessinée et écrite au sujet de son accouchement difficile, de son rapport à sa fille. Et il y a plusieurs récits qui se mêlent en fait au récit de sa grossesse, puisqu'on a à la fois des images de sa grossesse, des images qui nous montrent sa relation actuelle avec sa fille, qui est un petit peu particulière justement du fait de cette grossesse et de cet accouchement difficile, et donc ce lien en fait d'attachement qui dès le début a été assez particulier. Et pour finir, on a une autre trame de récit un petit peu qui est plus fantasmagorique, qui est plus, on va dire, particulière, puisque c'est le personnage du coup de Clotilde Delacroix qui parcourt son propre corps avec cette petite poupée, cette petite enfant, et qui en fait est un peu, selon moi, le présent de l'autrice en train de dessiner et d'écrire, qui va se replonger dans ses souvenirs, dans son propre corps aussi, des sensations et des difficultés qu'elle a dû surmonter pendant sa grossesse et son accouchement, du coup très très complexe. Et j'ai trouvé ça très très beau, très poétique et poignant. J'avais commencé à le lire en tout début de mois et en fait j'ai explosé en sanglots et je l'ai reposé parce que voilà, il fallait que j'arrête de lire pendant une semaine pendant mon challenge The Artist Way, qui est un challenge que je fais cet été. Il y a des vlogs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et en fait quand je l'ai repris, je l'ai fini d'une traite parce que j'ai trouvé ça vraiment très très beau et plaisant à lire. C'est doux, c'est tendre. Moi j'ai été très touchée par ces moments que l'on voit de Clotilde Delacroix qui partage voilà, des moments de son quotidien avec sa fille, et sa fille que j'ai trouvé super attachante. Et enfin voilà, même si on en voit peu, je me suis un peu retrouvée dans le personnage de sa fille. Et sinon j'ai trouvé que c'était un peu horrifique, mais alors pas dans le sens où il y a des images difficiles. Oui et non, c'est-à-dire qu'elle a une façon de représenter ça qui est très poétique, mais en même temps on parle quand même du corps, de choses qui se passent dans le corps d'une femme, et des choses vraiment dont on n'entend pas souvent parler, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou autour de la grossesse et de l'accouchement, et du fait que c'est une véritable boucherie en fait pour les femmes. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que à la fois elle est réelle sur son expérience, et elle ne nous cache pas les choses que on ne lui a pas forcément dit à l'hôpital. Le fait que même si voilà, elle a fini par avoir sa fille, les infirmières ou les chirurgiens ou les sages-femmes, etc. ne lui ont pas dit en fait les choses que son corps était en train de vivre, et la violence aussi que c'est que de devoir donner son corps à la médecine pour essayer d'avoir son enfant, et qu'on ne nous donne pas les informations nécessaires à ce qui est en train de se passer, et cette impression aussi que peut-être que tout est en train de mal tourner. Et j'ai trouvé que c'était à la fois juste parce que c'est son propre récit de toute façon, mais surtout il n'y a pas d'agenda vraiment pro-vie, je trouve, qui est passé, parce que voilà, c'est pas un livre qui essaye de donner un avis au lecteur de voici ce que c'est que d'accoucher d'un enfant, etc. C'est vraiment une question, la question de la grossesse, de l'accouchement, du choix d'avoir des enfants ou non, qui est éminemment politique, mais ici c'est un témoignage parmi d'autres, mais un témoignage qui est fait d'une très très belle façon, avec de très beaux dessins, une très belle couleur, une douceur, et aussi en même temps une réalité physique qu'elle nous montre à travers ce récit un peu fantasmagorique, comme je vous ai dit, avec ces petites plantes qui poussent comme des coraux en fait, et ça peut être voilà, les problèmes qu'il y a dans son corps, etc., qui sont représentés à la fois de manière un peu florale, et en même temps c'est aussi dans un sens, je trouve, et c'est pour ça que j'ai employé le mot un peu horrifique, c'est aussi inquiétant, angoissant quand on a envie d'avoir des enfants, ou tout simplement quand on se pose la question de la maternité en général. Ouais, c'est juste un témoignage qui peut faire du bien, je pense, à beaucoup de personnes, et j'ai trouvé ça très beau. Et moi, tous les récits de toute façon qui parlent de maternité, de relations, de liens un peu filiaux, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, et là j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. C'est la BD la plus belle que j'ai lue cette année. C'est vraiment mon gros coup de cœur graphique en fait de l'année, et je la conseille à tout le monde si ce sont des thèmes qui vous intéressent. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça parfait du début à la fin. Ensuite j'ai lu un petit recueil de poésie, j'ai lu L'amour, la poésie de Paul Éluard, que j'avais acheté parce que c'est un folio 3 € quand j'étais à Grenoble en début d'année, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai lu surtout dans le train en fait, presque
exclusivement dans le train, en allant et en revenant de Paris. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je l'avais commencé il y a quelques mois et je sais pas pourquoi, les premiers poèmes m'avaient plu. Et à un moment, c'était devenu un peu compliqué. J'étais un peu en mode non, c'est pas ce que je veux lire maintenant. Et du coup, je l'avais reposé en me disant que peut-être que j'allais seulement aimer le début du recueil. Et finalement, j'ai vraiment adoré tout ce recueil. Ça parle d'amour, comme le titre l'indique. Et il y a des poèmes un petit peu plus politiques qui, je pense, ont été écrits au courant de la Seconde Guerre mondiale par Éluard, qui a aussi écrit des poèmes sur la résistance. Qui sont plus connus, le poème Liberté notamment. Et en fait, j'ai trouvé ça très très beau. Comme d'habitude, j'ai du mal à dire ce qui me plaît dans la poésie, parce que pour moi, c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'une histoire, des éléments narratifs, etc. Éluard, c'est un poète surréaliste que j'adore, que je conseille à tout le monde. Et je trouve que beaucoup de poètes que j'ai pu lire, surréalistes ou non, mais notamment surréalistes, sont très très hermétiques en fait, enfin leurs poèmes sont très hermétiques et je trouve que les images d'Éluard sont tout l'inverse, elles sont très ouvertes en fait. Il crée des associations avec ses mots, des images, avec son rythme qui sont étonnantes et parfois on ne sait pas forcément ce qu'il veut dire, mais moi j'ai toujours cette impression en lisant Éluard et c'est quelque chose que j'ai presque exclusivement avec Éluard par rapport au surréalisme, de pouvoir m'imaginer moi-même tout de suite des choses. Alors c'est peut-être pas ce qu'il essaye de montrer, mais en fait c'est une poésie qui provoque en moi des envies d'écrire, qui me provoque des images, qui m'emmène quelque part, qui parfois me ramène à des souvenirs et me fait penser à d'autres choses un petit peu par association. Et c'est une expérience que je trouve vraiment très belle et je suis extrêmement touchée par ses mots, par sa plume. Je vais essayer de vous en lire un. La solitude, l'absence et ses coups de lumière et ses balances, n'avoir rien vu, rien compris. La solitude, le silence, plus émouvant au crépuscule de la peur, que le premier contact des larmes. L'ignorance, l'innocence, la plus cachée, la plus vivante, qui met la mort au monde. Je vais vous en lire un autre qui est juste à côté. Toutes les larmes sans raison, toute la nuit dans ton miroir. La vie du plancher au plafond, tu doutes de la terre et de ta tête. Dehors, tout est mortel, pourtant tout est dehors. Tu vivras de la vie d'ici et de l'espace misérable, qui répond à tes gestes, qui placarde tes mots sur un mur incompréhensible. Et qui donc pense à ton visage? Voilà. Deux poèmes que j'ai beaucoup aimés, mais en même temps, il y en a tellement que j'ai pris en photo, que j'ai adoré, que je pourrais pas tous vous les lire. Il a aussi des très courts poèmes qui font 2 lignes. Par exemple, d'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat, ou le sommeil a pris ton empreinte et la couleur de tes yeux. Et je trouve vraiment que il écrit de manière magnifique. Et j'adore ces poèmes d'amour, évidemment. Ça fait partie des types de poèmes que j'aime le plus. Mais l'un de mes poèmes préférés. Il fallait bien qu'un visage réponde à tous les noms du monde. S'il vous plaît, pardon, Éluard. Je trouve que ces poèmes d'amour sont peut-être plus accessibles pour tout le monde, même pour moi d'ailleurs, moi la première. Et il n'y a pas que ça. Donc voilà, il y a un peu de tout dans ce petit recueil, mais je l'ai adoré. Je le trouve très très compréhensible si vous voulez commencer Éluard. En plus, il est à 3 €, c'est parfait, je trouve. Et Éluard, voilà, un jour je me ferai tatouer un truc d'Éluard sur le corps, c'est sûr. J'ai adoré ma lecture. J'en parle depuis un certain temps, je vous l'ai présenté dans ma vidéo de 25 pour 2025. J'ai enfin lu L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, le premier tome du coup. Et waouh, j'avais peur en fait de me lancer là-dedans parce qu'il est assez conséquent quand même. Et parce que j'en ai tellement entendu de bien que j'avais peur d'être forcément déçue. Et ça arrive souvent en fait, qu'on me hype tellement une lecture que finalement je m'attends à plus. Mais là, tout ce que j'ai entendu de bien sur ce bouquin est absolument mérité. J'ai adoré ma lecture, c'est l'une de mes lectures favorites de l'année. On suit 2 jeunes filles, donc la narratrice qui s'appelle Elena et son amie qui s'appelle Lila, qui grandissent ensemble dans un quartier pauvre de Naples. Et on les voit de la petite enfance à l'adolescence dans ce premier tome, à la fin de l'adolescence on va dire. Et c'est une amitié qui est à la fois pleine d'une certaine jalousie, qui est mélangée à de la fascination de la part de Elena pour Lila, qui est une petite fille assez extraordinaire qui vient d'un milieu de cordonniers qui n'ont pas beaucoup d'argent et elle n'a pas forcément le soutien à la maison pour poursuivre l'école alors qu'elle est très douée à l'école et que justement en fait on lui trouve une intelligence très particulière. Et en même temps cette Lila elle est un peu effrayante pour les autres enfants de l'école et pour les gens, elle est assez perturbante. Et Elena c'est plus une fille tempérée qui essaye d'être celle qu'on attend d'elle, qui en même temps est très inspirée par Lila pour essayer d'adopter un peu les mêmes comportements, les mêmes passions, mais qui est toujours un petit peu en décalage et qui est plus, on va dire, secrète, plus silencieuse, mais qui vit aussi à travers cette amitié. Et il y a énormément d'amour entre elles, même s'il y a aussi des non-dits, de la comparaison, etc. Et j'ai trouvé en fait que c'était
hyper juste, que c'était une représentation d'amitié féminine extrêmement juste. Je pense que, je vais pas dire qu'on peut tous se retrouver là-dedans, je sais pas pour vous, mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ai pu ressentir plusieurs fois dans ma vie, des amitiés qui sont à la fois très très belles avec énormément d'amour et de confiance et d'affection et en même temps de la jalousie, de la comparaison et ce truc un petit peu insaisissable dans l'autre en fait, dans notre rapport à l'autre et qui je suis moi par rapport à une personne qui est extrêmement pleine d'elle-même en fait, je saurais pas l'expliquer mais j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait, très juste. J'ai trouvé la plume d'Elena Ferrante très agréable, ça se lit très bien. Je ne saurais pas comment la décrire parce que c'est écrit dans un style qui est assez simple et pourtant ça fourmille de détails, de petites choses et il y a plein de scènes différentes, plein de moments différents parce que ça couvre quand même plusieurs années ce premier tome et en fait elle nous met tellement bien dans l'atmosphère de ce Naples dans les années 50. Il y a aussi beaucoup de violence autour de ces jeunes filles, même si c'est un peu dit sur le ton de la rigolade parce qu'au départ la narratrice et son amie sont petites donc elles peuvent pas encore percevoir tout ce qui se passe autour d'elles et aussi les tensions entre les familles parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a dans quel camp était chaque famille pendant la Seconde Guerre mondiale qui vient de s'arrêter. Il y a la mafia, alors le mot n'est jamais prononcé dans ce livre, mais on sent aussi ces tensions-là, les personnes qui contrôlent un petit peu, qui sont influents dans leur quartier. Et non, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement bien ficelé, très intéressant. C'est vrai que au tout départ, j'avais un petit peu de mal à m'y mettre, j'avais un petit peu peur que ce soit dur à lire dans le sens où que ce soit pas très intéressant entre guillemets dès le début. Les premières pages étaient pas forcément encourageantes dans ce sens-là et finalement en me forçant à lire 20 pages par jour, au bout d'un moment j'en ai lu 100 d'un coup en une journée parce que j'ai trouvé ça tellement prenant et j'avais tellement envie de rejoindre ces personnages. Ils sont tous extrêmement attachants. Il y a beaucoup de personnages, ça peut être assez frustrant aussi parce que au tout départ je savais plus qui était qui, mais au tout départ il y a un récap des personnages avec voilà chaque personnage qui se réfère à telle famille et ça c'est vachement utile et franchement non, moi je vais lire la suite évidemment. Je sais pas si tu auras le temps de lire le deuxième tome en 2025 mais ce sera dans ma liste de livres pour 2026 parce que j'y pense encore plus d'un mois après l'avoir lu. Je pense que c'est vraiment une lecture hyper marquante et que toute cette série va beaucoup m'apporter. Enfin déjà le premier tome m'a tellement plu. J'espère vraiment que les autres tomes vont être entre guillemets à la hauteur du premier parce que c'est une sacrée découverte en fait et que c'est l'un de mes nouveaux livres préférés. Enfin, très sincèrement, c'est fou, je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais vraiment à être un peu déçue par rapport à tout ce qu'on m'en a dit, mais je comprends. À vous de voir après si vous aimez les histoires qui sont un peu saga familiale sans que ce soit vraiment familial parce qu'on ne suit pas... On va les suivre à travers les époques et peut-être avec les enfants qu'elles vont avoir, je sais pas encore, mais ça fait un peu ça. C'est un peu des histoires longues qui prennent leur temps mais qui en même temps sont pleines de détails et qu'on suit sur plusieurs années. Donc en soi, si vous aimez les sagas familiales et ce rythme un peu lent, ça peut vous plaire, mais je vous jure que c'est pas si lent que ça et que tout ce que je vous ai dit avant, c'est tellement bien fait que ça en vaut complètement la peine. Et en fait, j'ai adoré prendre le temps de lire ce livre et j'ai pas mis tant de temps que ça en fait. Je crois que je l'ai lu en une semaine. Et donc voilà, j'ai adoré. Merci de m'avoir conseillé L'Amie prodigieuse. C'est génial, j'ai adoré. On passe au deuxième livre que j'ai lu du coup ce mois-ci et qui était une de mes lectures anticipées pour 2025. J'ai lu Blue Sisters de Coco Mellors. Enfin, je l'ai acheté à Paris le mois dernier, du coup courant du mois dernier. Et d'ailleurs le bouquin est magnifique, voilà déjà rien que l'objet livre est superbe. Blue Sisters, c'est l'histoire de trois sœurs, Avery, Bonnie et Lucky, qu'on suit dans des chapitres qui se succèdent. Et elles essayent de faire leur deuil puisque un an auparavant, leur quatrième sœur, j'allais dire leur troisième, mais leur quatrième sœur, Nikki, est morte dans des conditions tragiques. Et en fait, c'est les 1 an de sa mort et elles vont recevoir toutes les trois un message de leur mère qui leur dit que elles et leur père vont vendre l'appartement à New York où elles ont grandi. Et c'est avec ce contexte-là qu'on va commencer à suivre du coup chacune de ces filles, comment elles se sentent, ce qu'elles font après la mort de leur sœur. Et on va aussi les voir se rejoindre et on va voir les problèmes qu'elles ont, parce qu'évidemment les problèmes entre une fratrie c'est toujours compliqué, mais quand il y a en plus une personne qui participait à... J'ai du mal à trouver mes mots, mais qui participait à cet équilibre-là en fait, qui meurt, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment on se positionne les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'on est proche, mais est-ce que en fait les traumas et les problèmes et la manière de gérer les traumas aussi de l'une ne va pas
heurter un peu l'autre. Et c'est des questions en fait qui se posent évidemment en cas de deuil, mais qui se posent naturellement dans des fratries. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais adoré Cléopâtre et Frankenstein de la même autrice du coup quand je l'ai lu l'an dernier. Et ce que j'adore et ce que CoComelon fait très bien, c'est qu'elle arrive à donner une telle individualité à chaque personnage, c'est-à-dire que j'ai rarement rencontré des personnages avec autant d'originalité qu'à travers les romans de CoComelon. Chacune de ses sœurs vit une vie qui est un peu glamour, puisqu'il y en a une qui a fait de longues études, qui est, je crois, avocate, qui vit à Londres dans un très très beau quartier, dans une très belle maison avec sa femme. On a la deuxième qui a été une boxeuse professionnelle et qui a arrêté du coup il y a un an et qui vit à Los Angeles, mais qui est connue dans le milieu et qui essaye de se demander, voilà, est-ce que je m'y remets, est-ce que je m'y remets pas. Et la troisième, elle est mannequin, elle a un rythme de vie qui est vraiment très... qui me fait penser à celui de Cléopâtre dans Cléopâtre et Frankenstein si vous l'avez lu, mais qui est fait de drogue, de sexe, d'alcool, d'excès en tout genre et de plein de mannequins de partout dans le monde qu'elle rencontre. Et donc en fait c'est trois personnages qui ont une vie extrêmement différente, qui n'ont pas les mêmes âges puisque les deux plus grandes elles ont plus de 30 ans et que Lucky elle doit en avoir 25 je dirais. Et donc voilà, c'est l'histoire de ces trois sœurs qui essayent de vivre leur deuil, qui repensent à leurs souvenirs et qui voilà, sont aussi confrontées beaucoup à l'addiction, qui est un sujet important et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça peut être un trigger warning. L'addiction, c'est un sujet extrêmement important et qui est au cœur de ce roman. Et je trouve que comme dans son premier roman, CoComelon, elle le représente d'une très très belle façon. On sent qu'elle-même a été concernée par ça et que en fait elle nous offre des personnages extrêmement humains. Parfois on a envie de les claquer, parfois on se range du côté d'une sœur et puis au final il y en a une qui dit quelque chose, on est en mode non non tu devrais pas dire ça. En fait elle nous montre des personnages qui sont à la fois parfois un peu caricaturaux mais en même temps extrêmement complexes et c'est difficile de les juger. C'est difficile de les juger dans leur mode de vie, dans leur peine, etc. parce qu'on voit aussi comment elles ont grandi. Il y a aussi ces questions-là qui se posent, comment grandir à 4, donc à 6 avec les parents dans un petit appart à New York, comment exister quand on a autant de sœurs qui sont brillantes et qui ont chacune un peu leur trajectoire. C'est très très beau, très touchant. J'ai pleuré à la fin, j'ai montré que je pleurais à la fin dans l'un de mes vlogs pour The Artist Way. Et moi personnellement, le sujet de la sororité, le sujet du deuil, ce sont des choses qui me concernent dans ma vie. Et j'ai du mal à en parler, c'est le livre pour lequel j'ai le plus de mal à parler dans cette vidéo, je le sens. J'ai du mal à vous expliquer exactement ce qui m'a plu, mais déjà la plume de CoComelon, elle est vraiment, vraiment, elle fourmille de détails et ça rend ces personnages et ces histoires extrêmement vivaces. Ça nous donne un moindre détail, que ce soit la couleur du bracelet d'un personnage secondaire ou simplement la poussière qu'il y a dans une pièce dans laquelle notre personnage il est juste pendant quelques minutes, qui ne rajoute pas de lourdeur au récit, qui ne le rendent pas trop long inutilement, qui au contraire nous crée toute cette atmosphère et on est vraiment avec les personnages. Et ça a beau être un roman qui fait seulement 400 pages et 400 pages pour 4 personnages avec une forte individualité, ça peut paraître assez peu, mais pourtant ces personnages, ça y est, ils sont dans ma tête, elles existent quoi. Et c'est pas des personnages qu'on oublie facilement. Et c'est en ça que CoComelon, je trouve qu'elle est brillantissime dans son écriture, dans sa manière de créer des histoires, de composer des histoires. Et elle sait très très bien emparer de ces thèmes qui sont l'addiction, le deuil. Et voilà, j'ai adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas encore quand il va sortir en français et j'avais fait lire Cléopâtre et Frankenstein à ma sœur qui ne lit pas en anglais parce que je l'avais adoré et que je savais que ça pouvait lui plaire. Et celui-ci, je sais qu'en plus, il va d'autant plus plaire à mes sœurs parce qu'il parle justement de sœurs, de deuil. Et donc, je pense que dès qu'il sort en français, je vous le mettrai en story Insta pour vous le signaler. Et j'espère sincèrement qu'il va être traduit parce que j'ai trop envie de le faire lire autour de moi. Et bref, c'était Blue Sister de CoComelon, un énorme coup de cœur. J'ai vraiment été très très émue. Et enfin le dernier livre, je l'ai lu en service presse puisque comme je vais travailler dans un mois en alternance dans une librairie, j'ai pu emprunter un livre qui sort le 21 août. Donc c'est peut-être le jour où vous voyez cette vidéo ou alors il est sorti il y a quelques jours. Je ne sais pas encore si je poste ça jeudi ou dimanche, donc voilà, vous me direz. Il s'agit du Grand Fleuve Amour de Leta Semadeni et c'est publié aux éditions Zulma que moi j'adore. Je trouve leur bouquin super beau et je trouve leur sélection de textes vraiment incroyable. Et c'est un texte de très très court chapitre, très très contemplatif, qui parle d'une femme qui s'appelle Olga. On ne sait pas à peu près quel est son âge puisqu'il y a plusieurs chapitres qui s'enchaînent ou parfois c'est quand elle est
plus jeune, parfois en fait c'est quand elle est vieille et qu'elle repense à sa vie, c'est assez flou, en même temps c'est volontairement flou. Et Olga, elle vit en Suisse, elle parle de son histoire d'amour avec un homme qui s'appelle Radu, ou Radu, je ne sais pas comment on dit. Et ce personnage de Radu, c'est un personnage qui vient, qui part. On a un peu le personnage du fantôme aussi, la trace du spectre de ce que les gens nous laissent quand on est aussi une personne qui vit seule, et j'ai trouvé ça très très beau et très juste. Il y a aussi un autre personnage que j'ai adoré qui s'appelle Elsa, qui est une vieille dame qui habite en face dans la maison jaune, et il y a aussi le chat, le petit tigre de Olga. Et du coup voilà, c'est ce cast de 4 personnages surtout, donc Olga, Radu, Elsa et le petit tigre qui est le chat, qui sont les objets de ce récit. Et c'est aussi un livre sur le temps qui passe, sur l'instant présent, et c'est un truc que je trouve très très beau. La plume est très poétique et moi c'est quelque chose qui m'intéresse dans les bouquins. C'est pas pour tout le monde, mais j'adore ces romans dans lesquels il ne se passe pas grand chose, mais dont tout l'intérêt réside dans une contemplation sur le temps, sur les souvenirs, sur l'amour, sur la nature, sur le temps qui passe, sur les saisons. Il y a beaucoup de mentions des saisons qui passent dans ce roman, et tout ça dans une plume qui est très très juste, très belle. Et j'ai adoré ce roman, vraiment. C'est difficile à conseiller parce que évidemment, y a pas mal de personnes qui n'aiment pas les trucs très contemplatifs, et c'est dur aussi à décrire parce qu'à part dire que c'est des livres dans lesquels on voit le temps qui passe et qui sont bien écrits, j'ai un peu l'impression de ne pas réussir à en dire des choses qui sont suffisamment caractéristiques pour chacun des livres de ce type. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très très beau, c'est la place du temps et le fait que le temps, c'est un personnage quasi à part entière dans ce livre. Et j'ai aussi trouvé que les descriptions de la nature étaient très très belles. Moi qui d'habitude ne suis pas très sensible à ça, j'ai réalisé à quel point ça m'a fait du bien. Et en fait je trouve que c'est un roman parfait pour une pause. Quand on a l'impression que la vie va trop vite, qu'il y a trop de choses à gérer, qu'on ne se rend même plus compte vraiment du temps qui passe et on se dit waouh, c'est déjà la fin du mois d'août. C'est vraiment une lecture qui nous recentre, qui nous fait penser parfois aussi à des personnes qui sont venues et qui nous ont quittés, qui nous fait penser aux souvenirs, et en même temps qui nous ancre profondément dans le moment présent, qui nous fait respirer, qui nous fait regarder par la fenêtre et ah bah tiens, l'arbre qui est en face de chez moi, les feuilles sont un petit peu plus jaunies que la dernière fois que j'ai pris le temps de le regarder. Ça y est, c'est le temps qui avance, c'est l'année qui avance. Et je sais pas comment l'expliquer mieux, c'est peut-être un peu flou, mais j'ai trouvé que Le Grand Fleuve Amour c'était très très beau, et je vais essayer de vous lire un chapitre qui m'a plu, puisque les chapitres font vraiment une page à peine. La prairie du rêve était parsemée de fantômes. Il fallut un certain temps à Olga pour s'en éloigner, ouvrir les yeux et se réveiller. C'était l'heure où tout est encore possible, où elle arrivait à esquiver les fantômes et à échapper au cauchemar. Tout était encore en suspens. Toutes les décisions pouvaient encore être prises. La journée était encore jeune, et la brume matinale la libérait en outre de l'obligation d'être joyeuse et de sortir. Il était suspect au village de passer une journée ensoleillée à la maison. Or, Olga ne détestait rien tant qu'un ciel d'acier sans nuages avec les aiguilles noires des montagnes et un soleil qui vous brûlait le cerveau, tandis que des caravanes entières de gens passaient en chaussures de randonnée et chaussettes rouges. Voilà, ça c'est un chapitre. Et si ça vous donne envie de lire ce livre, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est rempli de petites capsules temporelles, de petites pépites d'écriture très très bien écrites, très justes, très simples, mais en même temps dont la simplicité fait toute la beauté. Et bref, j'ai adoré Le Grand Fleuve Amour. Et je lirai, je pense, les autres romans de Leta Semadeni que je découvre du coup à l'occasion de cette lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, si vous vous ont plu ou non, et également ce que vous avez lu au mois de juillet, ça m'intéresse toujours. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.